Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle Unipop Histoire. Ravi de vous retrouver aussi nombreux en cette fin de saison. Il y a toujours autant de monde. Vraiment, ça fait plaisir. Et merci beaucoup pour votre fidélité, c'est bien de le dire. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Joël Cornette. Bienvenue. Merci. Joël Cornette, on est ravis de vous retrouver. Alors, je dis de vous retrouver parce que si mes souvenirs et mes notes sont bonnes, c'est la 4e fois que vous participez à l'Unipop. Vous êtes aussi venu, bien sûr, au Festival du film d'histoire. Vous êtes déjà intervenu donc à l'Unipop Histoire à propos de Vauban, du marquis de Pontcallec, de ce cher Louis XIV, la mort de Louis XIV. Et donc ce soir avec avant ce soir, une brève histoire de l'identité bretonne. Ça, c'était l'an dernier. Et vous nous revenez donc avec un nouvel ouvrage consacré à Anne d'Autriche. La maman de Louis XIV. Voilà, la maman de Louis XIV. Ouvrage donc qui vient d'être publié il y a seulement 1 mois ou 2 mois chez Gallimard. Sachant que vous avez également reçu le Grand Prix d'histoire de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Tout de même, bravo, voilà. Et je rappelle bien sûr au passage que vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 8 Vincennes, que vous êtes bien entendu spécialiste de la France de l'Ancien Régime et que vous avez notamment édité 13 volumes de l'histoire de France chez Belin. Rien que ça, voilà. Merci d'avoir répondu à notre 5e invitation et à vous la parole. Eh bien, vraiment merci à vous. Je suis très heureux de me retrouver à Pessac et merci d'être venu pour le plaisir de l'histoire et aussi aujourd'hui, je dirais, la redécouverte d'un personnage un peu méconnu dont l'importance et le rôle ont été trop souvent, trop longtemps, je crois, minimisés et mésestimés. Et bon, vous avez vu ou vous allez peut-être voir un film qui s'appelle Louis l'Enfant Roi de Roger Planchon. Et j'ai vu aussi ce film. Et j'ai été très frappé par le rôle qu'on donne à Louis XIV. Et Louis XIV, vous avez vu, à la fin apparaît en roi soleil lors de la fête de la nuit de 1653. Et dans le film, Louis XIV apparaît, pourtant il est jeune, il a 12 ans, 13 ans, il apparaît le maître de l'action, triomphateur de la fronde, au détriment de sa mère, qui est, c'est vrai, dans le film, un peu laissée dans l'ombre. Alors voilà. Le but de mon dernier livre est précisément de restituer, autant que faire se peut, ce que j'oserais appeler la vraie vie d'Anne d'Autriche. Et une vie digne d'un roman, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Alexandre Dumas s'est emparé de quelques épisodes de cette dame, de cette Espagnole qui paradoxalement se fit appeler Anne d'Autriche. Et je crois qu'elle mérite d'apparaître en pleine lumière. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette régente absolue. Alors la grande question, évidemment, c'est qui est donc cette Anne d'Autriche qui a vécu de 1601 à 1666 ? Alors, ce fut l'un des plus longs règnes de l'histoire de France, un des plus longs règnes féminins, ai-je besoin de dire, de l'histoire de France, et la dernière régente de l'Ancien Régime. Et en y travaillant, je me suis rendu compte que c'est aussi la dernière reine régnante, et peut-être même, si on y réfléchit 2 secondes, et même 3, la dernière femme à gouverner la France. Alors vous me direz, on pourrait parler de Madame Borne, de Madame Cresson, qui dirigèrent des gouvernements, mais toutes deux, notez-le bien, dépendaient de la tutelle d'un président et devaient compter avec des contre-pouvoirs, bref, ne disposaient pas de levier considérable. Or, tout au contraire, Anne d'Autriche, durant la minorité de son fils, et notamment pendant les 4 années de la Fronde, a détenu vraiment les pouvoirs d'une régente absolue. Et c'est vrai que ce mot, je l'ai trouvé chez Voltaire. Vous savez, Voltaire, c'est un grand historien, et on ne le lit plus. C'est un peu dommage, je vous le recommande, il existe en livre de poche. Le siècle de Louis XIV, c'est tout à fait intéressant. Il fait un vrai travail d'historien, Voltaire, et c'est lui qui la qualifie de régente absolue. Je me suis emparé, évidemment, de ce mot, et j'ai voulu un petit peu le comprendre et l'expliquer. Alors, pourtant, dès qu'on évoque son nom, d'Anne d'Autriche, eh bien c'est vrai que son image, comme son action, deviennent très vite floues. Un peu comme à la fin du film que vous avez vu.
que vous allez voir. Et ces images floues laissent la place à d'autres figures, et ces autres figures, comme par hasard, elles sont toutes masculines, et se superposent à la figure d'Anne d'Autriche au point de la brouiller, de l'effacer. Alors quelles sont ces figures masculines qui, je dirais, bloquent la vue? Il y a d'abord Louis XIII, le mari d'Anne d'Autriche. J'oserais presque dire le triste Louis XIII, son royal et maladif époux. Alors, ils ont eu 25 ans de vie commune, mais sur ces 25 ans passés ensemble, il y a eu 2 décennies de stérilité. Or, pour une reine, sa fonction, c'est évidemment d'avoir des enfants, et notamment d'avoir un dauphin. Et pendant 22 ans, Anne d'Autriche est restée pas tout à fait stérile, il y a eu des fausses couches, mais pas de dauphin. C'est une sorte de catastrophe politique, évidemment. Imaginez toutes les ambassades de l'Europe qui sont aux aguets. Couchent-ils ensemble? Que font-ils? Vont-ils faire naître un dauphin qu'on attend? Et je dirais que cette très longue stérilité de 22 ans a fait longtemps peser sur Anne d'Autriche, je dirais, la menace d'une humiliante répudiation. Répudiation, une femme qui ne fait pas d'enfant pour un roi, c'est évidemment une catastrophe. Alors finalement, vous le savez, Anne d'Autriche lui donna à Louis XIII 2 fils. Le premier, on l'appela, et c'est pas un hasard, Louis Dieudonné, donné par Dieu. On a attendu tellement longtemps que c'est l'enfant du miracle, en quelque sorte. Et puis 2 ans plus tard, un deuxième fils, Philippe, en 1640, alors qu'elle approchait déjà de la quarantaine, c'est-à-dire au XVIIe siècle, vraiment presque une vieille dame. Mais ce couple, Louis XIII, Anne d'Autriche, je pourrais en reparler évidemment, je dirais c'est un couple étrange. Jamais peut-être celui que Michelet nomme le maigre Jupiter à moustache pointue ne sut parler à sa femme à cœur ouvert. Et c'est vrai que c'est un homme étrange, Louis XIII, qui interdit à sa femme, par exemple, Versailles. Versailles est réservé à ses compagnons de chasse, j'y reviendrai. Le Versailles de Louis XIII, c'est le Versailles du retrait, le Versailles de l'intimité presque mélancolique du roi, le contraire du Versailles de Louis XIV, de son fils, qui est le Versailles de l'ostentation, le Versailles du spectacle. Un contemporain, Talleyrand des Réaux, mais c'est vrai que c'est une mauvaise langue, Talleyrand des Réaux, il écrit « Ces amours étaient d'étranges amours. Ils n'avaient rien d'un amoureux que de la jalousie. » Alors, voilà, première chose, Louis XIII a tenu Anne d'Autriche toujours loin des affaires, loin des choses de l'État. Et il a même soupçonné, j'espère avoir le temps d'y revenir en détail, il a même soupçonné celle qui était la petite-fille de Philippe II, l'arrière-petite-fille de Charles Quint. Vous voyez cette hérédité, on l'a soupçonnée de trahison. Est-ce qu'elle ne nous trahit pas, nous qui sommes en guerre contre l'Espagne, elle qui est le frère, qui est la sœur de Philippe IV, le roi d'Espagne, que nous combattons? Soupçon de trahison? Point d'interrogation. J'ai essayé évidemment de répondre à la question et je suis presque obligé de dire oui, on le verra tout à l'heure en détail. Donc, vous voyez, pour résumer ce premier couple, Louis XIII, Anne d'Autriche, je dirais qu'elle a été perpétuellement privée de la confiance de son époux. Ce fut une reine qui n'a jamais été reine. Alors, il y a un deuxième homme, Richelieu, évidemment. Richelieu, c'est le double de Louis XIII, c'est le deuxième homme de cette histoire, c'est aussi le tout-puissant principal ministre de France entre 1624 et 1642, et Richelieu est accaparé par une politique anti-espagnole. Il est le maître de la guerre. C'est lui qui enclenche la guerre contre l'Espagne à partir de 1635, déclarée ouverte. Alors vous imaginez Richelieu et Anne d'Autriche, l'Espagnol. Je dirais que malgré des égards apparents, il a paru conspirer comme son maître à condamner la reine au sang Habsbourg à la soumission. Songez qu'il a placé partout des espions. Dans la maison de la reine, il y a des espions, des espionnes qui sont là pour dire, rapporter au roi et à Richelieu ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle trame, jusqu'à entraver sa liberté au nom de la raison d'État. C'est le temps de la raison d'État, évidemment, le temps de Richelieu, de Louis XIII. Et pour la petite Anne d'Autriche, évidemment, c'est un moment terrible. Alors, Richelieu meurt en 1642, il est remplacé par un autre homme, un troisième homme, et voilà le troisième homme qui
qui paraît troubler l'image d'Anne d'Autriche. Ce troisième homme, c'est un Italien, Italien très différent évidemment de Richelieu, aimable, diplomate, Giulio Mazarini, et c'est lui qui occupe aussi le devant de la scène. Devenue régente en 1643, Anne la nomme à la surprise générale chef de ses conseils. Et personne avant lui n'avait eu le privilège d'être assis à ses côtés dans le carrosse royal. Voilà donc un homme qui occupe un peu toute la place. Et je dirais qu'à la mort de Louis le Juste, en mai 1643, tout le pouvoir semble confié à Mazarin. C'est lui qui paraît tenir en sa main, pendant près de 20 ans, les fils de la politique intérieure et extérieure du royaume, auprès d'une régente reine maintenue dans l'ombre. Et c'est vrai que, à lire beaucoup d'historiens, et j'ai lu évidemment beaucoup d'historiens, eh bien, elle apparaît, Anne d'Autriche, comme une sorte de simple faire-valoir, ou pour le moins, une exécutante des volontés de Mazarin, de Mazarini. Mazarin voulut lui seul faire tout. Voilà ce qu'écrit un contemporain en mars 1651. Et jusqu'à sa mort à Vincennes, vous savez que Mazarin est mort le 9 mars 1661, eh bien, il a exercé un pouvoir sans partage. Écoutez, une contemporaine, Madame de Lafayette, voici ce qu'elle dit. « Jamais ministre n'avait gouverné avec une puissance si absolue, et jamais ministre ne s'était si bien servi de sa puissance pour l'établissement de sa grandeur. » Et c'est vrai que quand on lit les mémoires de Louis XIV, vous savez, c'est un autre texte passionnant, Louis XIV a écrit des mémoires pour son fils, le dauphin. Eh bien, quand on lit les mémoires de Louis XIV, eh bien, Louis XIV semble confirmer cette idée. Mazarin a tous les pouvoirs, Mazarin est le parrain de Louis XIV, le deuxième père. Louis XIV a perdu son père, il avait 4 ans. Et Mazarin, donc, est son parrain. Il explique à son fils, le dauphin, « Moi, le roi, et ça c'est tout à fait non conforme avec l'image qu'a donnée Roger Planchon de l'enfant roi, Louis XIV explique « Je ne pouvais ni le contredire, ni ôter la moindre part du crédit dont il jouissait. Il m'aimait, je l'aimais, on était différents, mais je ne pouvais rien dire, parce que si je prenais le pouvoir, d'une certaine façon, eh bien, les désordres de la Fronde risquaient de réapparaître. » Voilà, donc Mazarin, apparemment tout le pouvoir, et voilà un quatrième homme. Mazarin meurt le 9 mars 1661 et s'impose tout de suite, dès le lendemain d'ailleurs, le lendemain de la mort de Mazarin, le 10 mars 1661, eh bien, la figure tutélaire du jeune Louis XIV de 23 ans, apparaît, et c'est le quatrième homme qui nous dissimule Anne d'Autriche. Louis XIV, je le rappelle, c'est ce jeune monarque de 22-23 ans qui annonce lors du conseil décisif, qui a lieu d'ailleurs dans la chambre de sa mère, le lendemain de la mort de Mazarin, le 10 mars 1661, il annonce à Vincennes, vous le savez, désormais c'est moi qui vais régner, seul, j'assume l'exercice de la souveraineté. J'ai résolu d'être à l'avenir mon Premier ministre. Plus de Premier ministre, tout doit passer par moi, par ma signature. Et face à la décision de son fils de changer, suivant ses propres mots, la face du théâtre et la surprise passée, Anne d'Autriche n'eut d'autre choix que de s'incliner. Et c'est vrai que je l'ai vu s'effacer, relégué volontairement aux coulisses. Écoutez d'ailleurs ce que dit Louis XIV de sa mère. « L'abandonnement qu'elle avait si pleinement fait de l'autorité souveraine m'avait assez fait connaître que je n'avais rien à craindre de son ambition. » Donc oui, c'est tout le contraire de Marie de Médicis. Marie de Médicis, ce fut une reine impérieuse. Tout le contraire de Catherine de Médicis, aussi, autre régente impérieuse, au temps des guerres de religion. Vous voyez, je suis là pour vous parler de Anne d'Autriche, et je suis obligé de placer devant elle ces 4 figures qui semblent, comment dire, la reléguer dans l'ombre. Mais je dirais que jusqu'à la Révolution, aucune autre reine, je pense à Marie-Antoinette, et vous ne connaissez même pas sans doute le nom de la femme de Louis XV, aucune autre reine n'a été associée au gouvernement. Alors, Louis XIII, Richelieu, Mazarin, Louis XIV,
ces 4 hommes qui occupent la scène du grand siècle ont concouru chacun, pour ses propres raisons, à reléguer au second plan l'arrière-petite-fille de Charles Quint. Et puis, je dirais qu'il y a une autre ombre très masculine qui plane sur ce temps, sur ces hommes et sur cette femme. Et cette ombre, je l'appellerais misogynie. C'est un grand mot, mais j'oserais presque dire qu'au temps d'Anne d'Autriche règne une misogynie que j'oserais dire structurelle, qui a été reliée par toute une série d'historiens jusqu'à une période très récente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire misogynie au XVIIe siècle ? C'est très simple. Il suffit de lire Richelieu. Écoutez ça. Richelieu dans le texte, dans son testament politique. Les femmes paresseuses et peu secrètes de leur nature sont si peu propres au gouvernement que si l'on considère encore qu'elles sont fort sujettes à leurs passions et par conséquent peu susceptibles de raison et de justice, ce seul principe les exclut de toute administration politique. Pas mal, mesdames, hein ? Vous voyez, les dames esclaves de leur passion ne peuvent pas structurellement exercer l'État. Et quelques années plus tard, au mi-temps du siècle, je pense aux Mazarinades, c'est une des sources, je vais bientôt vous parler des sources évidemment, à partir de quoi ai-je travaillé ? Eh bien, au temps des Mazarinades, on a des pamphlets, mais terribles, contre justement le gouvernement des femmes. Et ces pamphlets accablent Anne d'Autriche. J'ai consacré tout un chapitre justement à cette base continue de misogynie que je dis structurelle. Ils accréditent l'idée d'une incapacité naturelle des femmes, des souveraines, esclaves de leur sens, à assumer les charges viriles de l'État. Écoutez ce pamphlet de 1649. L'on sait que les reines ne sont pas moins sujettes à leurs passions que les autres femmes. Elles préféreraient l'accomplissement de leurs désirs déréglés à la ruine de leur État. Vous voyez, désirs déréglés. Et puis, plein d'autres sources. Guy Patin. Je vais bientôt vous parler de Guy Patin. Guy Patin, c'est un médecin que les historiens n'utilisent pas assez, mais qui est une source formidable. Guy Patin, qui était le doyen de la médecine, de la faculté de médecine de Paris, il écrit des lettres passionnantes. Il est très proche de la cour, il est au courant de tout ce qui se dit, se trame. C'est un petit monde, le petit monde des lettrés, des officiers, voilà, dans le Paris du XVIIe siècle. Eh bien, dans les lettres de Guy Patin, on trouve, écoutez ça, « Malheur à la terre qui est gouvernée par une femme, malheur encore plus grand à celle qui se laisse gouverner par un étranger. » Oui, vous voyez à qui ça s'adresse. Anne d'Autriche, une Espagnole, Mazarin, un Italien, et c'est eux qui gouvernent la France. Et je continue Guy Patin. Mazarin est un grand larron, ignorant en tout, et principalement au métier dont il se mêle, mais au reste grand hâbleur, grand fourbe, grand comédien, bateleur de longue robe et tyran à rouge bonnet. Et quant à la reine, eh bien Patin la soupçonne de machiavélisme sournois, utilisant son fils, Louis XIV, à ses propres fins. Écoutez encore Guy Patin dans une lettre du 15 août 1651. Une mère passionnée montra sur le théâtre de la royauté, avec le roi son fils, de l'esprit et de l'autorité duquel elle tâchera de se servir pour appuyer ses créatures afin qu'ils se conservent. Donc vous voyez, je n'ai ici mis que quelques éléments, mais il y en a des dizaines d'indices de cette misogynie. Et je dirais qu'elle est inscrite dans la longue durée. Prenez Jean Bodin. Jean Bodin, c'est un grand lettré du XVIe siècle. C'est un théoricien de l'État. Il a écrit un livre qui est une référence, que tous les magistrats du XVIIe siècle ont dans leur bibliothèque, les 6 livres de la République. Eh bien, Jean Bodin fustige ce qu'il appelle la gynécocratie, le gouvernement par les femmes. Voici ce qu'il écrit, Jean Bodin. Cette forme de régime, précise-t-il, est droitement contre les lois de la nature. Alors écoutez ça paraît incroyable, qui a donné aux hommes la force, la prudence, les armes, le commandement, et l'a ôté aux femmes. Et la loi de Dieu a discertement ordonné que la femme fût sujette à l'homme, non seulement au gouvernement des royaumes et empires, mais aussi en la famille de chacun en particulier. Voilà, vous voyez, c'est fort, Voilà, et tout le monde a ça dans sa bibliothèque, et évidemment, la gynécratie,
il n'est pas question d'en avoir une. Alors, vous voyez la difficulté. J'essaie d'écrire une biographie d'Anne d'Autriche, et vous voyez que non seulement il y a ces hommes qui sont devant elle, qui font écran, mais il y a cet arrière-plan conceptuel, intellectuel, politique, qui exclut toute possibilité pour une femme de diriger l'État, de façon presque, je dirais, génétique, naturelle. Alors, c'est la grande question à poser. Peut-on réhabiliter Anne d'Autriche, tant son image, en plus d'indolence, d'épouse soumise, de mère effacée du roi Soleil a traversé les siècles. En plus, elle est espagnole, c'est vrai qu'elle vit à l'heure espagnole, j'y reviendrai, elle se lève très tard, elle se couche très tard aussi, vers minuit, 1h du matin. Voilà, elle mange beaucoup, elle aime bien le chocolat, ça vient de l'Amérique. Voilà. Alors, peut-on réhabiliter Anne d'Autriche ? Je dirais que la réponse, c'est son fils qui l'a donnée, Louis XIV. Louis XIV, c'est lui qu'il faut écouter. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces mémoires que Louis XIV a écrites à son fils, le dauphin, à une source tout à fait intéressante, passionnante. Eh bien, écoutez ce que dit Louis XIV. Et Louis XIV, enfant, n'a cessé de l'observer. Il n'a jamais joué le premier rôle que Roger Planchon lui donne à la fin du film, mais il l'a observé, il l'a vu à l'œuvre. Et il savait que sans elle, Louis XIV n'aurait pas régné. Il n'aurait pas le règne de Louis XIV sans l'expérience de sa mère, sans l'institutrice qu'elle fut, institutrice de l'État. Et ça, c'est évidemment tout à fait passionnant. Écoutez ce qu'écrit Louis XIV. « Le simple récit que l'histoire fera des actions de cette princesse surpassera toujours de beaucoup ce qu'ils ont pu dire de sa louange. » Vous voyez, le simple récit que l'histoire fera de ses actions. Mais c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Mais une telle entreprise, le simple récit des actions de cette princesse ne va pas de soi, parce que, vous l'avez compris, j'ai commencé par en parler un peu longuement, beaucoup d'obstacles s'élèvent sur le chemin d'une réhabilitation de l'infante d'Espagne devenue reine de France. Et une historienne américaine, Ruth Kleiman, parce que j'ai lu évidemment presque tous les historiens et historiennes qui ont écrit sur elle, qui ont écrit autour d'elle. Voici ce qu'écrit l'historienne américaine. « Le manque de témoignages et de documents directs rend inenvisageable la rédaction d'une biographie politique. » Voilà. Ce qu'elle dit, c'est qu'on n'a pas de source. Puisqu'on n'a pas de source, on peut écrire un peu n'importe quoi et on ne peut pas faire une biographie politique. Mais en fait, depuis quelques décennies, l'histoire a évolué. Vous savez, l'histoire, c'est une matière plastique, évidemment, et l'histoire de l'histoire est essentielle. Et le regard des historiens a complètement infléchi notre vision du XVIIe siècle, et notamment l'histoire du genre. Depuis 20, 30 ans, l'histoire du genre est devenue un genre, si je puis dire, à part entière, c'est-à-dire qui redonne aux femmes l'importance qu'elles ont réellement eue. Et j'ai eu, par exemple, la chance d'avoir une de mes chercheuses étudiantes qui a écrit une thèse remarquable. Elle s'appelle Sophie Vergne et sa thèse s'appelle « Les frondeuses ». Je vous invite d'ailleurs, elle est publiée chez Champvallon et c'est une thèse magnifique puisqu'elle met l'accent justement sur, je dirais, cette fenêtre chronologique entre 1620, 30 et 1660 où les femmes occupent une place absolument inédite dans l'histoire de France. C'est pas un hasard si Molière, avec ses précieuses ridicules, s'est moqué d'elles. C'est que justement, les précieuses avaient peut-être, par leur façon d'être, de parler, d'agir, quelque chose à dire, quelque chose à faire, qui était totalement neuf. Voilà. Alors, relever le défi, justement, redonner à Anne d'Autriche la place qu'on lui a souvent délaissée, m'est apparu d'autant plus légitime que, et là je vais vous parler des sources évidemment, l'historien doit toujours dire à partir de quoi il travaille, il y a des documents. Alors, mais le problème c'est qu'il y a très peu de documents qui viennent d'Anne d'Autriche. Très peu. Vraiment très peu. Et tellement peu qu'on a conservé d'elle que 11 lettres. 11 lettres sur les centaines de lettres, voire des milliers qu'elle a écrites, et notamment qu'elle a écrites à Mazarin. Puisque pendant la Fronde, il y a eu tout un moment où Mazarin a quitté le royaume, à Brûle, il est allé à Brûle, à la frontière, et il a continué à diriger l'État à partir de lettres cryptées que d'Artagnan, d'ailleurs, lui le transmettait entre Brûle et la reine. Et Mazarin a conservé des lettres de la reine, justement. Et on a 11 lettres d'elle. Et ces 11 lettres, évidemment, je vais vous parler des relations
entre Mazarin et Anne d'Autriche, c'est-à-dire furent-ils amants, furent-ils époux même, hein, certains l'ont dit. Alors, il s'appuie justement sur les lettres d'Anne d'Autriche. Je vous en ai mis une là, et c'est assez troublant, parce qu'elle se révèle là brusquement, en tant que femme, et aussi peut-être dans des relations particulières qu'elle aurait, mais je parle au conditionnel évidemment, l'historien n'est pas une caméra qui va dans l'intimité des hommes et des femmes du XVIIe siècle, mais écoutez cette lettre d'Anne d'Autriche à Mazarin, c'est des lettres cryptées, hein, parce que écrit à l'encre sympathique, c'est Rossignol d'ailleurs qui est le grand crypteur de ces lettres, qui sera le grand crypteur des lettres de Louis XIV, donc il y a des numéros pour les personnes, c'est d'ailleurs très très passionnant. Alors je vous lis cet extrait. C'est Anne d'Autriche, et là, c'est elle qui parle, c'est elle qui écrit, on en est sûr. Donc là, on commence à l'approcher. Je ne sais plus quand je dois attendre votre retour, puisqu'il se présente tous les jours des obstacles pour l'empêcher. Tout ce que je puis dire est que je m'ennuie fort et supporte ce retardement avec beaucoup d'impatience. Et si 16, voilà, 16 script Mazarin, savait tout ce que 15 Anne d'Autriche, souffre sur ce sujet, je suis assuré qu'il en serait touché. Je le suis si fort en ce moment que je n'ai pas la force d'écrire longtemps, ni ne sais trop bien ce que je dis. J'ai reçu de vos lettres tous les jours, presque, et sans cela, je ne sais ce qui arriverait. Continuez à m'en écrire, aussi souvent, puisque vous me donnez du soulagement en l'état où je suis. Suit une partie comportant de nombreux mots cryptés, et la lettre se termine « Adieu, je n'en puis plus, lui sait bien de quoi ». Formidable, hein? Rien qu'avec ces mots, on devine entre lui et elle, lui c'est Mazarin, elle c'est Anne d'Autriche, une relation. Quelle relation? Je vous laisse seul juge. Hein? Je reviendrai d'ailleurs sur... Je ne crois pas qu'ils furent amants, je ne crois pas qu'ils furent mariés. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais ces lettres sont évidemment troublantes. Et Mazarin les a conservées. Donc c'est aussi là un signe tout à fait intéressant, peut-être, de leur proximité. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors quelle source, hein, puisque évidemment, je dois me justifier en tant qu'historien, à partir de quoi ai-je travaillé, s'il y a très peu de sources directes qui émanent d'Anne d'Autriche. Comment est-ce qu'on peut la retrouver? Évidemment, par des témoignages contemporains. Alors je vous évoquais les lettres de Guy Patin, j'ai la chance d'avoir dans ma bibliothèque la totalité, enfin il y a eu une magnifique édition au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle des lettres de Guy Patin, et je vous dis ces lettres sont formidables, c'est 5 volumes, il est médecin, doyen de la faculté de médecine de Paris, et on peut suivre au jour le jour l'humeur de la cour en quelque sorte, et notamment il y a des lettres terribles sur la fin de vie d'Anne d'Autriche. Bon, je n'aurai pas le temps, je dois parler 1 heure, 1 heure et quart, mais la mort d'Anne d'Autriche, c'est terrible. Et elle est morte d'un cancer du sein. Imaginez la manière dont on soigne un cancer du sein en 1666. Et on a des lettres de Guy Patin au jour le jour qui nous racontent les traitements. J'en ai consacré un chapitre d'ailleurs, les traitements qu'on a fait subir à la reine pour essayer de la guérir de l'inguérissable du cancer du sein au XVIIe siècle. Bon, lettre de Guy Patin. Voilà donc un premier bloc, si vous voulez, de textes tout à fait intéressant. Il y a aussi les mémoires de Dubuisson-Aubenet, je n'ai pas d'image, mais c'est un Parisien qui note au jour le jour ce qui se passe, notamment au moment de la Fronde. On a aussi, ça c'est tout à fait important, des périodiques. Le XVIIe siècle, c'est, je dirais, la naissance de l'information. Et je vous ai mis là, sur l'écran, vous le voyez, le premier numéro de la Gazette. La Gazette de Théophraste Renaudot. Alors, la Gazette, c'est formidable. Nous sommes aujourd'hui à l'heure d'Internet. L'information se fait automatiquement. C'est même trop, évidemment. Mais au XVIIe siècle, on invente, j'oserais presque dire, un Internet très archaïque, qui est justement un journal qui va paraître toutes les semaines, et c'est la Gazette. Et d'ailleurs, c'est formidable. Le premier numéro de la Gazette, Théophraste Renaudot rêve d'un journal qui irait partout dans les provinces et qui, au même moment indiquerait à tout le monde ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se fait.
Vous voyez, presque Le Monde, en quelque sorte. Voilà. Mais c'est presque un journal d'État, la Gazette. Mais c'est très intéressant. Richelieu et Louis XIII, d'ailleurs, écrivent des articles pour la Gazette de Théophase Renaudot. Mais c'est une source intéressante. Ça permet de dater, ça permet de situer. Et même si c'est une source d'État, c'est évidemment, pour l'historien, quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, il y a les pamphlets de la Fronde, évidemment. Je n'ai pas tout illustré, hein, mais ces pamphlets sont tout à fait importants. 5000 mazarinades, je ne les ai pas toutes lues, rassurez-vous, mais beaucoup parlent. Alors c'est très critique, il faut critiquer évidemment, c'est une distance critique par rapport aux événements, mais c'est tout à fait passionnant ces pamphlets. C'est presque de l'histoire immédiate, si vous voulez, les pamphlets de la Fronde. Et c'est ça aussi qui les rend tout à fait passionnants. On peut au jour le jour voir des réactions des contemporains, du prince de Condé, des parlementaires et de Mazarin et de la reine, pour justement réagir à cette bataille de l'opinion. Et ça, c'est tout à fait important. Et puis, il y a une autre source, rarement utilisée par les historiens, les carnets de Mazarin. Vous les avez ici, donc, sur l'écran. Alors, Mazarin, c'est un type assez formidable. Il avait toujours sur lui des petits carnets, vous voyez, des pense-bêtes. Et il écrivait au jour le jour tout ce qui lui passait par la tête. Les humeurs, même des paroles de la reine, le pouvoir que la reine lui donne. J'y reviendrai. Il n'avait pas de CDI, Mazarin. Je dirais un CDD, parce qu'on oublie souvent qu'un mot de la reine aurait pu le renvoyer. Il suffisait qu'un jour, la reine disait à Mazarin, je ne veux plus vous voir, il disparaissait. Alors, les carnets de Mazarin, qui ont été édités au XIXe siècle, je me suis beaucoup servi aussi des érudits du XIXe siècle, dont on ne parle pas assez, je pense à Victor Cousin, par exemple, qui a édité une grande partie des carnets de Mazarin. Alors, les carnets sont d'abord en espagnol, en italien, et puis en français, très difficile à lire. Hein. Alors il y a des contes, là vous avez un exemple, voilà. Et ces carnets sont tout à fait intéressants parce qu'ils nous permettent justement d'approcher d'assez près Anne d'Autriche. Alors il y a aussi tous les mémoires de la Fronde. Parce que la Fronde, j'y reviendrai, c'est un moment passionnant dans l'histoire de France. Une grande turbulence politique avant la Révolution. Et les contemporains ont eu besoin de se justifier. Parce que la Fronde, c'est des renversements de veste, si je vous me permettez l'expression, permanents. Parce qu'on est du côté des parlementaires, des princes, du roi, de la reine, voilà. C'est un moment aussi où le roi est un enfant. Hein. Et justement, ces moments de roi-enfant sont passionnants dans l'histoire de France, parce que c'est des moments de turbulence politique où s'engouffrent les forces d'opposition, de contestation. Et chaque fois que le règne est incarné par un enfant, eh bien c'est une très forte perturbation politique. Les guerres de religion, les guerres aristocratiques de Louis XIII enfant, la Fronde, Louis XIV enfant, et puis Pontcallec, on évoquait tout à l'heure le marquis de Pontcallec, au moment de la régence de Gaston d'Orléans. Donc les besoins, les contemporains ont essayé, ont voulu se justifier. Alors par exemple, voilà, alors j'ai lu plein de mémoires évidemment de la Fronde pour rapprocher Anne d'Autriche, parce que tous ces gens-là étaient proches de la reine, à commencer par la Grande Mademoiselle. La Grande Mademoiselle, c'est la fille de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. La Grande Mademoiselle, j'y reviendrai, c'est elle qui fait tirer à coups de canon depuis la Bastille sur les troupes du roi en juillet 1652. Et la Grande Mademoiselle a écrit des mémoires qu'on ne lit plus aujourd'hui, et c'est dommage. Moi, je les ai évidemment intégrés, mémoires tout à fait passionnants, puisqu'ils expliquent justement sa situation de très grande aristocrate par rapport justement aux troubles de l'État. Alors il y a plein d'autres mémoires. C'est vrai que, alors je ne l'ai pas illustré ici, mais alors il y a le cardinal de Retz. Cardinal de Retz, évidemment très très important, qui écrit des mémoires et d'ailleurs qui tire la couverture à lui. Il raconte les événements, mais en se donnant le beau rôle. Alors, à moi, historien, il faut évidemment faire la part des choses. Et l'intérêt, vous voyez, des mémoires, c'est de croiser ces sources. Ne pas en considérer une seule, mais les mettre ensemble, pas les mélanger, si vous voulez, mais voir les coïncidences, les discordances. Et évidemment, à partir des discordances et des concordances, eh bien, essayer de dégager quelque chose qui serait non pas le vrai, je ne suis pas sûr que l'historien atteigne vraiment le vrai, mais disons quelque chose de plausible dans la logique des événements. Donc les mémoires de cardinal de Retz sont tout à fait intéressants. Lui, il est plutôt du côté des parlementaires, il raconte les événements de Paris. Il y a aussi les mémoires d'Omer Talon, j'ai écrit autrefois un livre
autour justement des mémoires d'Omer Talon. C'était ma deuxième thèse, un livre qui s'appelle La mélancolie du pouvoir, Omer Talon et le procès de la raison d'État. Et puis j'ai gardé la source principale pour la fin de cette présentation. Je ne suis évidemment qu'à la présentation de ma fabrique, en quelque sorte, du livre. Eh bien, cette femme, elle est extraordinaire. C'est Madame de Motteville. Elle vous dit peut-être rien, mais je vous la recommande. Vous avez ici, d'ailleurs, Chronique de la Fronde, qui a été éditée dans Mercure de France. Alors, qui est cette Madame de Motteville? Madame de Motteville, ça a été un peu ma guide privilégiée, si vous me permettez cette expression. Elle s'appelle Françoise Berthaud. Elle est née en 1615, l'année même où Anne d'Autriche s'est mariée au petit Louis XIII. Ils avaient 14 ans, je reviendrai éventuellement sur ce moment, ô combien important. Eh bien, Madame de Motteville occupe une place tout à fait singulière dans l'histoire d'Anne d'Autriche et, je dirais, dans mon livre. C'est un témoin de l'ombre. Elle parlait parfaitement espagnol et il intégra avec sa mère la maison de la reine dès l'âge de 7 ans. Donc vous imaginez une petite jeune fille de 7 ans qui parle le castillan. C'était important là pour Anne d'Autriche, pour qu'autour d'elle, il y ait une sorte d'univers espagnol qui fasse qu'elle ne soit pas trop effarouchée dans cette cour de rustres qu'étaient les gentilshommes de Louis XIII, évidemment dans les années 1620. Bon, elle a été chassée par Richelieu. Je vous ai dit au début, hein, ce très sévère Richelieu qui entoure la reine d'espions et d'espionnes et qui ne supporte pas cette petite Espagnole, il la renvoie. Mais elle fut rappelée, Madame de Motteville, par Anne d'Autriche en 1643, et elle passa, écoutez ça, 22 ans auprès de la souveraine comme femme de chambre, confidente et dame de compagnie. Et elle a fait preuve, je dirais, d'un attachement exclusif à l'épouse de Louis XIII. « Je suis tout à elle », écrit-elle. Et ce qui est formidable pour nous, pour moi, historien, et pour vous, lecteurs, eh bien, c'est qu'elle a rédigé au début des années 1660, à partir de notes prises presque quotidiennement, chaque soir, à l'heure de se coucher, très tard, hein, puisque je vous ai dit, Anne d'Autriche vit à l'heure espagnole, elle se couche à 1h du matin, eh bien, elle écrit à la lueur d'une bougie avec une plume d'oie, eh bien, elle écrit « Mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Autriche ». Et ces mémoires ont été pour moi, évidemment, un compagnon formidable. Alors, à utiliser avec précaution, évidemment, hein, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, mais tout au long des pages, eh bien, Madame de Motteville montre, je dirais, une attention aux moindres faits et gestes de la reine, aux plus menues oscillations de son humeur. Et j'ai essayé, justement, j'oserais presque dire, grâce à Madame de Motteville, m'approcher du corps de la reine, de l'esprit de la reine, des paroles de la reine. Écoutez cet extrait. « Je vis dans son visage et dans ses yeux, écrit-elle un jour d'octobre 1648, que les affaires n'allaient pas selon son goût. » Vous voyez, je vis dans son visage et dans ses yeux. Intéressant. J'ai essayé comme ça de repérer des moments. Vous voyez, par exemple, au Parlement, en 1648, il y a eu un discours terrible d'Omer Talon sur la misère du peuple. Il faut que le roi et la reine songent au peuple et les aident. Eh bien, la reine a rougi. Et on a un témoignage, justement, Mazarin pâlit, la reine a rougi. Mais c'est très rare, évidemment, de trouver comme ça des indices de frémissement de vie de quelqu'un qui vit comme ça au milieu du XVIIe siècle. Alors, je reviens à Madame de Motteville. Je dirais que pour le lecteur d'aujourd'hui, de 2025, il s'agit d'une source d'autant plus précieuse que son témoignage sur la Fronde, qui est le cœur de ma biographie, occupe une part énorme de son écriture. La Fronde, j'y reviendrai, c'est un moment capital de l'histoire de France. Alors, écrit-elle que chacun dans sa boutique raisonnait sur les affaires d'État. C'est vrai que la Fronde, c'est une politisation de toute la France, d'une certaine façon. Chacun intervient sur les affaires de l'État, justement parce que le roi est un enfant, et que donc on peut s'engouffrer dans cette brèche, et voilà, et agir, et dire, moi je veux avoir droit au conseil, moi le Parlement, j'ai le droit d'intervenir sur les affaires de l'État, moi le prince de Condé, je dois être numéro 1 du conseil. Enfin, je passe, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur cette Fronde, justement, où tout le monde veut s'engouffrer dans cette brèche. Alors, je reviens à Madame de Motteville, évidemment c'est une source subjective, partiale,
même si son auteur dit et redit vouloir, je cite, « naturellement fort sincère ». Mais cette chroniqueuse demeure irremplaçable. Et Madame de Motteville précise avoir été mêlée dans cette histoire de la Varenne, écoutez ça, quelques-unes de ses paroles, de ses pensées, de ses actions qui méritent d'être sues de tout le monde et qu'on ignorait si je ne les avais écrites sur le champ. Et elle ajoute, lorsque je n'ai pu savoir les choses par moi-même, je les ai apprises des vieux seigneurs de la cour et de la reine même, qui a eu la bonté de m'en instruire, de répondre à mes questions et de me confier quelques-uns de ses secrets. Voilà. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai utilisé à fond, si vous me permettez l'expression, les mémoires de Madame de Motteville, parce qu'elles nous placent au plus près d'Anne d'Autriche, et j'oserais presque dire dans ses espaces les plus intimes. Tout à l'heure, j'évoquais le Versailles de Louis XIII, qui est un lieu du retrait avec ces hommes, si vous me permettez l'expression. Vous savez qu'on a soupçonné Louis XIII d'avoir des relations, je ne vais pas y revenir, masculines, plus masculines que féminines. Bon, c'est une hypothèse. Mais alors que Louis XIII, justement, s'enferme dans le Versailles mélancolique, avec ses compagnons de chasse, eh bien, Anne d'Autriche a son espace aussi, un espace dévot, qui est le Val-de-Grâce. Et c'est très intéressant de voir que ces deux, ils sont couple, l'un à Versailles, l'autre au Val-de-Grâce. Elle est pétrie de dévotion, Anne d'Autriche, j'y reviendrai. Elle apporte avec elle toute la contre-réforme espagnole. Ça aussi, c'est un trait important. Alors, je reviens à Madame de Motteville. Grâce à Madame de Motteville, eh bien, je peux me situer tout près de la reine, dans son cabinet au Palais Royal, son oratoire, le Saint des Saints, ce sanctuaire à l'espagnol où sont rassemblées ces précieuses reliques brillant de mille feux, là où, je cite Madame de Motteville, par un escalier dérobé qui allait dans ce lieu secret, elle faisait venir tous ceux qu'elle voulait cacher à ses espions. Bah oui, j'y reviendrai si j'ai le temps. Elle a été, comment dire, bah oui, elle a écrit à son frère Philippe IV des secrets d'État. Et je vous raconterai tout à l'heure une scène terrible où on l'a accusée, justement, officiellement, d'être espionne au service de l'Espagne. Vous imaginez, une reine de France espionne au service de l'Espagne. Et Madame de Motteville, je reviens toujours à elle, nous invite souvent dans la chambre de sa maîtresse, à l'heure de sa longue et minutieuse toilette du matin, jusqu'à transmettre pieusement consignées nombre de paroles prononcées. Et je lis sans arrêt, la reine me confia, elle me dit, la reine me fit l'honneur de me dire, voilà ces mêmes mots, ça revient tout au long du texte. Et presque chaque soir, je vous ai dit, la reine se couche tard, Madame de Motteville bénéficie de cette conversation gaie et libre, c'est son terme, jusque tard dans la nuit, qu'Anne partage avec son entourage féminin les 1001 détails d'une vie saisie au quotidien qui s'offre ainsi au regard de l'historien. Alors vous me direz, c'est bien joli, mais la France réelle, la France réelle, c'est 20 millions de Français, des paysans, des artisans. Est-ce qu'on les touche en approchant justement de ces sources ? Eh bien, très peu. Justement, les observations de Madame de Motteville sont circonscrites, je dirais, au cercle étroit de la cour, l'espace clos des résidences royales, le cercle des grandes familles. J'ai trouvé très très peu de mention du peuple vrai, de ces paysans qui souffrent, qui payent des impôts terribles, qui se révoltent. J'y reviendrai. Alors, elle dit une fois, Madame de Motteville, les pauvres paysans et les laboureurs gémissaient. C'est là, sur tout son texte, la seule allusion aux hommes et aux femmes de la terre, de ces travailleurs de terre qui représentent, au temps d'Anne d'Autriche, 80% des habitants du royaume. Alors elle aperçoit parfois la misère. Le seul moment où, grâce à elle, et c'est vrai que pour moi l'écriture c'est un peu comme une caméra, si vous voulez, une caméra qui permet de saisir cette réalité de la France du milieu du XVIIe siècle. Elle a quitté Paris en février 1649. Vous avez vu le film, ça commence comme ça d'ailleurs. La reine quitte Paris en février 49, en janvier 49, pour faire le siège de Paris, après un épisode très, très violent de la Fronde, après avoir partagé la galette des rois. Elle a été élue reine d'ailleurs. Bon, Madame de Motteville est restée à Paris et elle mettra quelques semaines avant de rejoindre la reine à Saint-Germain. Et bien là, elle écrit
justement quand elle va rejoindre la reine. Et c'est le seul passage où on a une vision, je dirais, du royaume réel, si vous voulez, le royaume des paysans. Elle écrit « Nous passâmes par plusieurs villages où nous remarquâmes une désolation effroyable. Ils étaient abandonnés de leurs habitants. Les maisons étaient brûlées et abattues, les églises pillées, et l'image des horreurs de la guerre y était dépeinte au naturel. » Vous voyez, c'est une phrase tout à fait intéressante. Et c'est la seule en quelque sorte, qui me fait toucher du doigt la réalité des années de guerre civile. Puisque j'ai une autre grande question, évidemment, à poser. Et vous m'absolvez dans l'introduction, et je vous parle depuis 3 quarts d'heure, mais c'est une question importante. Quel est l'intérêt, finalement, d'écrire une nouvelle biographie d'Anne d'Autriche ? Eh bien, pour moi, l'intérêt, parce que, je dois vous dire, ce livre a été une commande, hein, c'est l'éditeur qui m'a commandé, après, j'ai déjà écrit une biographie d'Anne de Bretagne, eh ben, l'éditeur m'a demandé d'écrire une autre biographie, et c'est vrai qu'Anne d'Autriche m'a intéressé, et vous allez comprendre pourquoi. Je dirais que la vie d'Anne d'Autriche, et c'est ce qui fait son intérêt, coïncide avec une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de France, et qui est un chapitre fondateur dans l'histoire de la monarchie absolue. Au temps de Anne d'Autriche, si vous voulez, l'État est en construction, et cet État en construction est confronté à de multiples forces d'opposition. Et c'est tout ça qui se joue pendant sa vie, si vous voulez. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire une histoire politique au-delà de... Alors, je ne suis pas pour une histoire anecdotique, évidemment, de l'histoire de France à partir de la vie d'une dame, mais au contraire, comment cette dame cristallise, permet de comprendre les ressorts de la construction de l'État. Alors, en effet, ces effervescentes années cardinales, sans jeu de mots, hein, ce sont des années cardinales parce que incarnées par 2 cardinaux ministres, Richelieu et Mazarin, eh bien, je dirais que ces années cardinales, entre 1620 et 1660, constituent, je dirais, une séquence chronologique absolument cruciale au cœur d'un siècle de fer. D'ailleurs, c'est un terme qui est un terme de contemporain. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs « Le siècle de fer » pour définir le XVIIe siècle, le sombre XVIIe siècle, disent les historiens. Alors, les années, justement, d'Anne d'Autriche se singularisent par de multiples bouleversements. D'abord, le temps d'Anne d'Autriche, c'est le temps, je dirais, des malcontentements des aristocrates, des grands lignages, vous les avez vus d'ailleurs dans le film, qui veulent le pouvoir, qui veulent l'État, qui sont l'État, qui estiment être l'État, l'ordre des bellatores, ceux qui versent leur sang pour le royaume. C'est d'ailleurs pour ça que les nobles ne payent pas l'impôt, parce qu'ils payent leur sang, de leur sang, par la bataille. Et donc, c'est les paysans qui doivent payer la taille. Nous sommes les guerriers du roi. Et c'est le prince de Condé, hein, le vainqueur de Rocroi et de Lens. Donc, malcontentement des aristocrates contre l'autoritarisme de l'État royal, devenu, avec Louis XIII et Richelieu, un État absolu. Ça, c'est le premier pan, si vous voulez, qui rend intéressant et passionnant la vie d'Anne d'Autriche. Le deuxième élément, eh bien, c'est un temps terrible pour la société réelle. C'est le temps de ce que le roi Ladurie appelle le tour de vis fiscal. Un tour de vis fiscal sans précédent, c'est-à-dire un poids de l'impôt absolument terrible. La taille a quintuplé entre 1610 et 1640. La taille qui pèse évidemment sur les plus démunis, les artisans, les travailleurs de terre, dans ce grand royaume paysan que constitue la France du XVIIe siècle. Et donc le temps d'Anne d'Autriche, c'est un temps de révolte paysanne incessante. Vive le roi sans gabelle, vive le roi sans la taille. Alors on ne critique pas le roi, jamais. Mais par contre, on critique les intermédiaires, les financiers, les ministres, Mazarin, Richelieu. Voilà. Donc c'est le deuxième intérêt, tour de vis fiscal sans précédent dans cette France du XVIIe siècle. Et puis c'est aussi, au temps d'Anne d'Autriche, l'installation dans toutes les provinces, à l'exception de la Bretagne, des intendants. Les intendants de police, de justice, de finances. C'est nos préfets actuels, si vous voulez. C'est-à-dire l'œil du roi dans la province qui est chargé, disons, de pratiquer la politique de l'État absolu. Il dispose des pleins pouvoirs sur toutes les instances locales, les villes, les États provinciaux, les parlements. Et ça coince, évidemment. Il y a des oppositions incessantes.
Et Anne d'Autriche doit faire face à tout ça. Et puis, quatrième élément, c'est le temps d'une politique autoritaire de l'État royal qui est orchestrée par un principal ministre, 2 cardinaux, je l'ai dit dès l'introduction, Richelieu puis Mazarin, qui exécutent les ordres du roi sous les auspices de la raison d'État. Et cette raison d'État, elle est stimulée, je dirais, par la guerre. Voilà, la guerre, c'est le quotidien. Et voilà l'autre élément clé de cette période. La guerre, elle est permanente, et elle sera permanente d'ailleurs en France de 1635 jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Alors il y a quelques paix, si vous voulez, mais ces paix sont plutôt des trêves. Vous avez ici d'ailleurs une image terrible, qui est un extrait du document le plus passionnant, un des plus passionnants visuels, graphiquement, de cette période, c'est Les misères et malheurs de la guerre de Jacques Callot, 18 eaux fortes qui représentent comme une bande dessinée, justement, ce temps terrible. Alors justement, Madame de Motteville, on est enfermé dans la cour, mais nous voici dans le royaume, avec un village complètement désolé. Nous sommes en Lorraine, une église en feu, des maisons en feu, des soldats pillards. Vous avez une autre image, les 2 dernières images. D'ailleurs, bon, je n'ai pas mis les 18 images, il y en a 18, mais c'est passionnant. La dernière image, l'avant-dernière image, c'est des paysans qui se vengent sur des soldats. Et vous voyez, à coups de gourdin, à coups de fléau, à coups de... ils tuent les soldats. Donc la France de ce temps, c'est cette France-là, si vous voulez. Une France qui est bouleversée par, je dirais, une incandescence de révolte, d'opposition. Je parlais du siècle de fer. Et la dernière image, terrible aussi, de Jacques Callot, c'est le triomphe de l'État absolu, le triomphe du roi, le triomphe de Louis XIII. Vous voyez, le roi qui trône, ça annonce déjà Louis XIV, d'une certaine façon, les nobles autour de lui, voilà. Et ça se termine sur cette apothéose de la raison d'État et de l'État absolu. Et j'ajoute, dans ce tableau, si vous voulez, qui est le contexte du règne d'Anne d'Autriche, les incandescentes années de la Fronde. Et qu'est-ce que c'est que la Fronde? Alors je ne vais pas vous parler de la Fronde aujourd'hui, il faudrait 2 heures, ou 2 heures plus, beaucoup plus. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. J'ai voulu écrire une histoire de la Fronde, justement, mais à partir de cette femme qui l'a subi de plein fouet et qui doit réagir envers et contre tout, envers et contre tous, pour essayer de sauver l'État et de sauver son fils, Louis XIV, vous avez compris que la clé de tout ça, c'est effectivement l'enfant roi, Louis. Mais Louis par la reine, par sa mère. Les incandescentes années de la Fronde, qu'est-ce que c'est que la Fronde? C'est la plus grave crise de la monarchie avant la Révolution. Et c'est le sujet du film que vous avez vu, Louis, l'enfant roi de Roger Planchon. Alors qu'est-ce que c'est que la Fronde? Un historien, Denis Richer, l'a appelé la maladie infantile de l'absolutisme. Alors, la Fronde a été marquée pendant presque 5 ans, entre 1648 et, on va dire, elle se termine à Bordeaux d'ailleurs, en 1653. Elle a été très forte ici, à Bordeaux. D'ailleurs, la reine a très mal pris son séjour à Bordeaux. Enfin, on n'est pas loin de Bordeaux. Quand elle a fait visiter les provinces insurgées à son fils, j'y reviendrai éventuellement. Mais la Fronde a été très dure à Bordeaux. Il y a eu Lormé, notamment, revendication très proche des niveleurs anglais. Mais ça serait tout un sujet de conférence. Alors qu'est-ce que c'est que la Fronde? C'est de multiples revendications. C'est ça qui rend très difficile sa lisibilité, si vous voulez. Il y a les revendications de la bourgeoisie parisienne, mécontente, des impôts, des rentes qu'on ne paie pas, les rentes de l'hôtel de ville. Il y a les revendications des cours souveraines. Les cours souveraines, c'est le Parlement. Et le Parlement s'estime devoir avoir droit à la parole par rapport au roi, d'être conseiller du roi, héritier du Sénat romain, en quelque sorte. Mais aussi, dans nombre de provinces, notamment en Guyenne, donc à Bordeaux, la résistance, la sécession des princes, rivalité de clans, de personnes, de partis, et le tout dominé par la révolte du prince de Condé. Vous avez ici, alors j'ai choisi 3 images. On n'a pas beaucoup d'images de la Fronde, finalement. J'en ai choisi une, là, c'est les barricades. Des barricades qui se sont levées à Paris quand la reine a fait arrêter des parlementaires, notamment Pierre Broussel, qui était très, très, disons, célébré par les Parisiens, et ça a provoqué la mise en place de barricades, et la reine a dû reculer.
Vous avez ici, alors voilà une mazarinade, en image, le récit de ce qui s'est passé à la marche mazarine depuis sa sortie de Paris jusqu'à Sedan. Alors, je ne vais pas vous raconter les détails de la fronde, mais Mazarin a dû quitter le royaume parce que toutes les critiques se cristallisent sur lui, et donc il quitte Paris. Et là, vous avez justement un pamphlet en images qui restitue justement cette fuite de Paris. Vous voyez la première image, on voit Mazarin qui tourne le dos au roi. Alors le roi est immunisé, je vous dis, on ne critique jamais Louis XIV. Vous avez la justice là avec son épée sur le dos de Mazarin, et face à lui un frondeur. Oui, d'ailleurs, il tient dans la main une fronde, c'est évidemment le prince de Condé. Et ici, si vous voulez, c'est une image de propagande qui diffuse justement une image anti-mazarinade, anti-Mazarin. La deuxième image, c'est Mazarin qui fuit Paris de nuit. Ensuite, il délivre les princes qui avaient été faits prisonniers sous ordre de la reine et de lui. Et puis, dernière image, Mazarin qui quitte le royaume. Et vous voyez, son cheval, il y a des écus qui tombent, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il a piqué le fric des Français et il s'en va avec notre argent. Et face à lui, un fantôme, et ce fantôme, c'est la figure de Concini. Alors Concini, ça vous dit peut-être rien, c'était un favori de Marie de Médicis, et Concini a été assassiné sur ordre de Louis XIII en 1617. Et vous voyez le message que fait passer cette image. Il va arriver à Mazarin l'Italien, la même chose qui est arrivée à Concini, c'est-à-dire qu'il va être assassiné. Donc vous voyez, c'est une image très forte politiquement, évidemment, qui manipule l'opinion et qui sert de propagande. C'est un peu la préhistoire de la propagande aussi qui apparaît à travers ces images, qui donc manipule l'opinion et essaie de convaincre les Parisiens de la justesse, évidemment, du point de vue du prince de Condé. Alors, ici c'est une des images du XIXe siècle, hein, mais un des épisodes les plus troublants de la Fronde, que vous avez vu d'ailleurs dans le film, mais qui est passé un peu vite. Bon, je résume, après la fuite de Mazarin, Anne d'Autriche et Louis XIV sont pratiquement prisonniers des Parisiens à Paris. Ils sont au Palais Royal. Elle a choisi d'ailleurs le Palais Royal pour y habiter, mais sans voir que le palais n'est pas protégé, il n'y a pas de pont-levis, il n'y a pas de fossé comme le Louvre. Et à un moment, la foule envahit le Palais Royal. La foule des Parisiens. Et veut voir le roi. Alors on ne sait pas ce qui peut arriver. La peur panique, évidemment. Il peut se passer ce qui se passera en 1792, quand les Parisiens envahissent les Tuileries et arrêtent Louis XVI. Que va-t-il se passer? Et là, il se passe une chose absolument extraordinaire, c'est que, et c'est Madame de Motteville qui raconte, alors je vous lis, excusez-moi, un paragraphe de mon livre. Face à la pression de cette foule menaçante, Anne ordonna de faire ouvrir les portes des appartements. Les émeutiers pénétrèrent dans la chambre où Louis XIV feignait le sommeil. Ces mutins, explique la suivante de la reine, se mirent tous auprès du lit du roi, dont on avait ouvert les rideaux, et, je cite, « reprenant alors un esprit d'amour, lui donnèrent 1000 bénédictions. Ils le regardèrent longtemps dormir, et ne pouvaient assez l'admirer. Le simple regard sur le souverain endormi eut l'effet d'un sortilège. » Et voici ce qu'écrit Madame de Motteville. « Cette vue leur donna du respect pour lui. Ils désirèrent davantage de ne pas perdre sa présence, mais ce fut par des sentiments de fidélité qui le témoignèrent. Leur emportement cessa, et, poursuit Madame de Motteville, au lieu qu'ils étaient entrés comme des gens remplis de furie, ils en sortirent comme des sujets remplis de douceur, qui demandaient à Dieu de tout leur cœur qu'il leur plût leur conserver leur jeune roi dont la présence avait eu le pouvoir de les charmer. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire la vue du roi agit comme un sortilège. Et j'écris, Louis XIV a-t-il pris conscience, le jeune Louis XIV, a-t-il pris conscience cette nuit-là que l'amour du roi était le moteur le plus puissant d'une soumission consentie, cette servitude volontaire dont Étienne de la Boétie fut un siècle plus tôt le théoricien quand il s'interrogeait sur le mystère de l'adhésion de tout un peuple à un seul. Nul doute que ce fut pour le jeune souverain une expérience fondatrice. Elle lui fit éprouver à partir de son propre corps, offert au regard de la foule, cette relation singulière qui le liait par une voie invisible
à ses sujets et en même temps attacher ses sujets à lui dans une dévotion qui transcendait les clivages politiques et sociaux. L'absolutisme, écrit Marc Bloch, est une sorte de religion. Religion du roi, vous voyez, c'est-à-dire que la simple vue du roi a complètement transformé, si vous voulez, la fureur de la foule en servitude volontaire, pour reprendre une expression de quelqu'un qui est très proche de Bordeaux, Étienne de la Boétie, qui est l'ami de Montaigne, ce discours de la servitude volontaire qui, pour moi, est l'ADN même pour comprendre ce qu'est la monarchie absolue. Voilà. Et dernière image de la Fronde, les combats qui ont lieu en 1652 à Paris, entre le prince de Condé et Turenne, et vous voyez la Bastille au fond, et c'est des tours de la Bastille que la fille de Gaston d'Orléans fait tirer, la grande mademoiselle fait tirer à coups de canon sur les troupes royales. Voilà. Et la Fronde, l'enjeu de la Fronde, si vous voulez, c'est la nature de la souveraineté et les modalités de son exercice. Face à la pression et aux revendications des corps intermédiaires, la monarchie aurait-elle pu emprunter une voie différente de celle de l'absolutisme ? C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire, est-ce que ça va être l'État absolu tel qu'il était au temps de Richelieu, ou est-ce que ce sera un État contractuel ? Ce qui se joue d'ailleurs en Angleterre au même moment, puisqu'il y a la Révolution anglaise, et la Révolution anglaise, comme vous savez, va faire sortir de cette révolution une monarchie constitutionnelle, et très précoce, au XVIIe siècle. C'est ça qui est en jeu, si vous voulez, à travers la Fronde. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus une autre histoire de France, si vous voulez, si Anne d'Autriche, justement, n'avait pas pris quelques décisions que j'ai expliquées dans mon livre, et ces décisions, justement, vont dans le sens de la raison d'État. Et donc j'ai voulu restituer, si vous voulez, la stature de femme d'État et poser une série de questions auxquelles mon livre essaie de répondre. Première question, comment celle qui fut l'arrière-petite-fille de Charles Quint, la petite-fille de Philippe II, et dont la lignée est celle d'ennemis combattus par la France, c'est vrai que c'est fou. Vous pensez à ça. La reine de France est l'héritière du pire ennemi de la France, qui est Charles Quint, puis Philippe II. Eh bien, c'est elle qui va tenir l'État contre son frère. Comment expliquer cette métamorphose incroyable d'une pro-espagnole, d'une espagnole d'ailleurs, à une plus française que française? Voilà, c'est la première question. Et donc, deuxième question, comment expliquer donc que celle qui fut longtemps considérée comme une espionne au service de Madrid ait pu lutter avec tant d'acharnement contre sa propre famille? Songez que son frère est le roi d'Espagne, son autre frère c'est le gouverneur des Pays-Bas, son cousin c'est l'empereur d'Autriche, tout ça c'est une famille, on se bat les uns contre les autres, et vraiment à mort, puisque c'est une guerre, grande guerre, dont la fin sera en 1659 par le traité des Pyrénées, et qui se poursuivra d'ailleurs tout au long du règne de Louis XIV. Alors vous voyez, pour répondre à toutes ces questions, ce sont les ressorts, je crois, d'une extraordinaire métamorphose que j'ai voulu démonter en retraçant le destin singulier de Donna Anna Maria Maurizia et sa transformation progressive en Anne d'Autriche, reine de France, donc celle que Voltaire qualifie de régente absolue. Alors, comment ai-je construit mon livre ? J'ai construit le livre en 28 séquences. Chaque séquence se lit de façon indépendante, si vous voulez, et chacune de ces séquences, je dirais, pourrait offrir la trame d'un roman. Et du reste, ce n'est pas un hasard si Alexandre Dumas s'est emparé de la vie d'Anne d'Autriche dans ses Trois Mousquetaires, c'est l'affaire des Ferrets de la Reine, et aussi dans 20 ans après, et 20 ans après, c'est centré sur la Fronde. Alors, je ne peux pas, évidemment, et je vois que je parle depuis 1 heure, reprendre chacune de ces séquences. Alors, j'avais prévu 4 séquences, je ne sais pas si j'aurai le temps de les traiter, mais je vais quand même, en quelque sorte, vous en parler, parce que c'est des moments tout à fait importants. Et j'ai envie de commencer par le début. Le début, justement. Cette femme qui va devenir la régente absolue, qu'était-elle au tout début, quand elle est Donna Maria Maurizia? Première séquence, si vous voulez,
Anne d'Autriche, avant Anne d'Autriche, une Espagnole à la cour de France. Voilà, c'est ma première séquence. Vous avez ici les quelques images de cette toute petite fille qui est née en 1601. D'ailleurs, c'est étonnant, 5 jours avant le futur Louis XIII. Et d'ailleurs, pour les contemporains, c'est Dieu qui, en quelque sorte, a fait ces deux naissances et a fait qu'ils doivent se marier. Et très tôt, on a pensé justement au mariage de cette petite infante espagnole avec ce petit futur Louis XIII. Alors, cette petite Donna Maria, elle est pétrie de dévotion. Ça aussi, ça m'a frappé. J'évoquais le Val-de-Grâce. Elle a une instruction religieuse très stricte qui ne lui interdit nullement de vivre heureuse, couvée par une mère et un père affectueux. Mais dès son enfance, Anne a appris, je dirais, les rites d'une religion formaliste, mélange de convention, d'obéissance. Elle a reçu une très austère éducation catholique par sa mère, Marguerite d'Autriche, qui était un modèle de piété, qui était mortifiée, qui se mortifiait chaque jour et s'infligeait vraiment des pénitences terribles sur son corps. Et voilà, Anne d'Autriche a vécu justement dans cette ambiance. Et vous avez ici justement l'Escorial. Elle a vécu sa petite enfance en partie dans le palais de l'Escorial, ce palais, monastère, couvent, conçu par Philippe II. Vous voyez, c'est tout à fait passionnant, l'Escorial. Je ne sais pas si vous y êtes allé, c'est très très impressionnant. Vous avez l'église au centre. L'église commande tout, si vous voulez. À la différence de Versailles. Versailles, c'est la chambre du roi. L'église est décalée. À l'Escorial, l'église est au centre, et tout tourne autour de cette église. La chambre du roi, d'ailleurs, est derrière l'église. Eh bien, Anne d'Autriche, regardez, elle a fait le Val-de-Grâce. Et le Val-de-Grâce, c'est étonnant, c'est presque une duplication, vous voyez, architecturale de ce temps de Dieu, de cette œuvre architecturale pour Dieu, dominée par le dôme d'une église magnifique qui duplique un petit peu ce qui se fait à l'Escorial. Alors je disais, très tôt, on les a associés. Et alors là, je ne vous ai pas encore parlé d'une source formidable, qui m'a beaucoup servi dans mes premiers chapitres, c'est le journal de Jean Héroard. Il faut que vous sachiez que Louis XIII avait un médecin qui s'appelle Jean Héroard, et Jean Héroard a noté tous les jours tout ce que Louis XIII fait. Ce qu'il mange, ce qu'il boit, la nature de ses, comment dire, de ce qu'il fait, de ce qu'il laisse, manuscrit immense, ses rêves, ses cauchemars. On a 11 000 pages, je ne sais pas si vous voyez, 11 000 pages, qui d'ailleurs ont été publiées. Vous avez le journal de Jean Héroard, c'est une source absolument extraordinaire. On a d'ailleurs les relations sexuelles entre Anne d'Autriche et Louis XIII. Mais là, si je vous parle de Jean Héroard, c'est que, écoutez ça, c'est au moment où on va dire au petit Louis qui va se marier avec l'Espagnol, écoutez ça, nous sommes le 4 avril 1605, Louis XIII a 4 ans. Monsieur de Ventelet, son gouverneur, lui demande « N'aimez-vous pas les Espagnols ?»« Non. »« Pourquoi, monsieur ?»« Parce qu'ils sont ennemis de papa. »« Monsieur, aimez-vous bien l'infante ?»« Non. »« Monsieur, pourquoi ?»« Pour l'amour qu'elle est espagnole. Je n'en veux point. » Je lui dis « Monsieur, elle vous fera roi d'Espagne et vous la ferez reine de France. » En se souriant comme de choses où il eût pris plaisir, « Elle couchera donc avec moi et je lui ferai un petit enfant. »« Monsieur, comment le ferez-vous ?»« Avec honte, avec ma guillerie. »« Monsieur, la baiserez-vous bien ?»« Oui, comme cela, se jetant à corps perdu la face contre le traversin. » Extraordinaire, hein ? Et vous avez comme ça tous les jours les humeurs, les états d'âme et du corps de Louis XIII. Et alors, le 1er février 1608, Héroard consigne un étrange dialogue avec le futur roi concernant la petite Anna. Ce jour-là, un gentilhomme breton revenait d'une mission en Espagne et il évoquait la beauté de la petite Anna, ainsi que l'amour qu'elle exprimait pour le dauphin. Ce dernier, je cite Héroard, écoutait avec plaisir, sans en faire semblant, et il réagit vivement
quand le gentilhomme précisa que Philippe III avait défendu à sa fille de dire qu'elle aima l'héritier du trône. Et voici ses réactions. Mon fils, je vous veux marier. Ça c'est le comment dire, c'est Henri IV. Le voulez-vous bien? Je veux bien, madame, c'est sa mère. Mais vous ne sauriez pas faire des enfants. Excusez-moi, madame, et comment le savez-vous? Monsieur le souverain, monsieur de Souvray me l'a appris. Voilà. Vous voyez, journal de Jean Héroard. Voilà. Mais je dirais, pour comprendre les difficultés du futur couple, il faut porter le regard justement sur ces années de petite enfance de Louis XIII, marquées par l'influence de son médecin Héroard. Et Héroard se défiait des voluptés des femmes à une époque où les décisions du Concile de Trente commençaient à entrer en application, à gagner les esprits, avec leur morale plus exigeante. Tout petit, l'enfant déclara à sa nourrice qu'il ne serait point aussi ribot que son père, le ver galant. Et c'est vrai que, alors là je vais peut-être passer assez vite parce que le mariage donc a lieu en 1615. Ils furent fiancés en 1612. Le mariage eut lieu en 1615 dans une cérémonie tout à fait intéressante d'ailleurs qui s'est passée à la frontière exacte entre la France et l'Espagne. Voilà, on a construit sur la Bidassoa une sorte de navire, vous voyez, avec d'un côté la France, d'un côté l'Espagne. Voilà, et puis la petite. Alors voilà, c'est le seul portrait. J'ai essayé de chercher des portraits réalistes d'Anne d'Autriche. Là, vous avez vraiment, c'est Dumoustier, qui est un graveur et un peintre tout à fait intéressant. Alors là, on peut penser qu'on a vraiment l'image de la petite infante et du petit Louis XIII. Ils ont 14 ans. Et je dois dire que leur nuit de noces de 1615 a été absolument catastrophique. Alors, Marie de Médicis voulait que la nuit de noces soit une pleine réussite. Elle a écrit une sorte de texte qu'elle a envoyé dans toutes les cours d'Europe. Mais en fait, dans la réalité, il n'y a pas eu de véritable relation. Talleyrand des Réaux n'y va pas par quatre chemins en écrivant que Louis XIII fut marié encore enfant. Et il ajoute Talleyrand des Réaux, en s'allant coucher le soir de ses noces, il dit « Gare, je m'en vais bien lui pisser dans le corps ». En effet, on dit qu'il n'y fit que de l'eau toute claire. Bon, alors, encore une fois, l'historien ne peut pas entrer dans le lit de l'intimité de ses contemporains, mais ce fut quand même un échec qui allait peser sur toute leur vie, et ce furent d'ailleurs 4 années de chasteté. Le nonce du pape mit cette absence de vie intime sur le compte de la pudeur du souverain, tout en alléguant que celui-ci craignait aussi de rencontrer dans cet acte des difficultés au-dessus de ses forces, frappé, je cite, le nonce du pape, du souvenir de son primo congresso à Bordeaux, qui non seulement était demeuré sans effet, mais même ne lui avait laissé qu'une impression désagréable. Alors, je précise aussi, c'est très intéressant ça, sur ce problème de... comment dire? Qu'est-ce que son père veut que sa fille ait comme rôle à la cour de France? Vous savez que lors de son mariage, Philippe III a donné à Anne d'Autriche une instruction, une lettre d'instruction, avec des recommandations. Et voici ces recommandations. Je ne peux cesser de vous rappeler, au cas où les choses de la religion se mettraient dans l'état où elles seraient avec la faveur de Dieu, de vous efforcer d'introduire l'Inquisition et de la favoriser dans ce royaume, car nous savons quel fruit elle ramène. Vous voyez, le but d'Anne d'Autriche, c'est mettre l'Inquisition. La France a toujours refusé l'Inquisition, pour des raisons de gallicanisme, de dépendance avec Rome. Donc une des instructions du père à sa fille, c'est l'Inquisition, l'installer en France. Et autre élément de l'instruction, vous ferez en sorte, si le cas se présente, que mes rebelles de ce royaume, les provinces unies en révolte contre eux depuis les années 1560 contre l'Espagne, ne reçoivent pas d'aide, étant donné l'entente étroite qui règne entre nous et l'importance de l'enjeu. Donc vous voyez, je pose la question, fut-elle espionne, pas espionne? Elle a reçu quand même, vous voyez, des lettres de recommandation très particulières de son père sur une action qu'elle pourrait mener au service de l'Espagne et de fait contre la France.
Alors je parle depuis 1h15, je n'aurai pas le temps de traiter tous les thèmes que j'ai prévus. Je propose simplement qu'on les voit en images, si vous voulez. Alors ma deuxième séquence, accusé de haute trahison, c'est un des moments les plus terribles du règne d'Anne d'Autriche. Je vous ai dit, Richelieu a placé des espions partout, au Val-de-Grâce notamment. Et c'est au Val-de-Grâce, dans cette prière de Pierre, ce couvent qu'elle a fait installer parallèlement au Versailles de Louis XIII, que Anne d'Autriche écrit des lettres à son frère, Philippe IV, à son autre frère, le gouverneur des Pays-Bas. Et Richelieu l'a appris par des espions. Et il y a une scène, j'ai consacré un chapitre justement à cette scène. En août 1637, il y a un épisode particulièrement éprouvant. La reine est convoquée par son mari, par Richelieu, par le chancelier Séguier. Le chancelier, c'est le maître de la justice. On l'installe sur un petit siège, comme la sellette dans un tribunal, et on lui pose des questions. Est-ce que vous écrivez à votre frère? Est-ce que vous trahissez? Alors au début, elle nie tout. Et chose étonnante, au bout de 2 jours, si vous voulez, elle craque. Alors il y a une scène terrible là, que j'ai reconstituée. Elle doit avouer. Elle avoue. Et Louis XIII lui ordonne d'écrire une lettre d'aveu. Je ne sais pas si vous voyez les relations là entre les époux. Et voici cette lettre, écrite par Anne d'Autriche, excusez-moi, je confonds avec l'autre Anne, vous voyez. Et c'est une lettre terrible. Et c'est la deuxième lettre d'elle, mais là, cette fois, presque sous, je dirais, l'obligation de Louis XIII, son époux. Je la lis. Nous, Anne, par la grâce de Dieu, reine de France et de Navarre, avouons librement, sans contrainte aucune, avoir écrit plusieurs fois à monsieur le cardinal Infant, notre frère, au marquis de Mirabel, à Gerbier, résidant en Angleterre, en Flandre, et avoir reçu souvent de leurs lettres, que nous avons écrit les susdites lettres dans notre cabinet, nous confiant seulement à Laporte, c'est son valet, notre porte-manteau ordinaire, à qui nous donnions nos lettres, qui les portait au Auger, secrétaire de l'ambassade d'Angleterre, qui les faisait tenir au dit Gerbier. Qu'entre autres choses, nous avons quelquefois témoigné du mécontentement de l'état auquel nous étions, et avons reçu et écrit des lettres au marquis de Mirabel, qui étaient en des termes qui devaient déplaire au roi. Le marquis de Mirabel, c'est l'ambassadeur d'Espagne. Que nous avons donné avis du voyage d'un minime en Espagne, pour que l'on eût l'œil ouvert à prendre garde à quel dessein on l'envoyait. Que nous avons donné avis au marquis de Mirabel, que l'on parlait ici de l'accommodement de monsieur de Lorraine avec le roi, et que l'on y prit garde. Que nous avons témoigné être à peine de ce qu'on disait que les Anglais s'accommodaient avec la France au lieu de demeurer unis avec l'Espagne. Nous avons eu ingénument ce que dessus comme chose que nous reconnaissons franchement et volontairement être véritables, nous promettons de ne retourner jamais à pareille faute et de vivre avec le roi, notre très honoré seigneur et époux, comme une personne qui ne veut d'autre intérêt que ceux de sa personne et de son état. Vous voyez, c'est terrible. Avouer sa trahison à son époux. Vous voyez, ça en dit long sur les relations qui existaient entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Puis venait l'endossement de Louis XIII en dessous de la main du roi. Et voici une autre déclaration de la reine Anne du 17 août, après avoir vu la franche confession que la reine, notre très chère épouse, ça c'est Louis XIII qui parle, a faite de ce qui a pu nous déplaire depuis quelque temps sa conduite et l'assurance qu'elle nous a donnée de sa conduite à l'avenir, selon son devoir envers nous et notre État, nous lui déclarons que nous oublions entièrement ce qui s'est passé, n'en voulons jamais avoir souvenance, mais voulons vivre avec elle comme un bon roi et un bon mari doit faire avec sa femme. Et chose étonnante, vous voyez, sur la personnalité étrange de Louis XIII, il a écrit une sorte de règle de conduite de l'épouse par rapport à l'époux. Vous voyez, mémoire des choses que je désire de la reine.
Je ne désire plus que la reine écrive à Madame de Chevreuse, principalement pour que ce prétexte a été la couverture de toutes les écritures qu'elle a faites ailleurs. Je désire que Madame de Sensé me rende compte de toutes les lettres que la reine écrira et qu'elle soit ferme en sa présence. Je veux aussi que Philandre, première femme de chambre, me rende compte toutes les fois que la reine écrira. Vous voyez, cet espionnage de chaque instant sur elle, contre elle, étant impossible qu'elle ne le sache puisqu'elle garde son écritoire. Je défends à la reine l'entrée des couvents des religieuses jusqu'à ce que lui est permis de nouveau. Et lorsque je lui permettrai, je désire qu'elle ait toujours sa dame d'honneur et sa dame d'atour dans les chambres où elle entrera. La reine saura aussi que je ne désire plus, en façon du monde, qu'elle voie Craffe et autres entremetteurs de Madame de Chevreuse. Et plus bas, c'est écrit, de la propre main de la reine, je promets au roi d'observer religieusement le contenu ci-dessus, fait à Chantilly les jours que dessus. Je ne sais pas si vous voyez les relations. Là, nous sommes dans l'intime, mais un intime politique, comme si la guerre qui avait lieu entre la France et l'Espagne se poursuivait à l'intérieur même du couple, entre elle, l'Espagnole, et lui, le roi de France. Alors, je vais aller très vite maintenant, puisqu'il va être bientôt 8 heures, et c'est l'heure qu'on m'a donnée pour arrêter. Alors, évidemment, la Révolution, c'est la naissance de Louis XIV, du futur Louis XIV. C'est-à-dire que la transformation d'Anne l'Espagnole en Anne la Française s'est faite justement par la naissance d'un fils. La naissance de ce Louis de Dieudonné. Alors vous avez là des images, et notamment la seule image qui existe d'une reine enceinte, qui est, voilà, après 22 ans de stérilité, voilà, vous avez un portrait ici très beau, très intéressant. Vous voyez, elle porte la main sur son ventre. C'est très rare, hein, on n'a aucun autre, à ma connaissance, aucune autre image d'une reine enceinte. Vous l'avez ici avec son fils, évidemment. Elle lui donne le sein. Là aussi, c'est très important. Elle n'a pas voulu une nourrice. Enfin, il y a une nourrice, si vous voulez, mais elle est restée très très proche de Louis XIV, sans arrêt, sans cesse. Et c'est là qu'elle va jouer vraiment à l'institutrice de son fils, l'institutrice politique. Et deuxième fils, hein, Philippe d'Orléans, qui naît deux ans après le futur Louis XIV. Alors, l'autre grande date, évidemment, c'est la mort de Louis XIII. La mort d'abord de Richelieu, puis de Louis XIII. Là, vous l'avez en veuve. Et évidemment, ses premières décisions, et c'est ça qui est extraordinaire, elle prend vraiment le pouvoir. C'est une véritable prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'elle casse le testament de Louis XIII, qui avait conçu une régence relative, une régence où elle aurait la minorité, si vous voulez, face au ministre. Or, elle s'impose au Parlement de Paris, 4 jours après la mort de Louis XIII, elle s'impose comme régente absolue. Et là, elle est vraiment la régente absolue. Elle a tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, dès le soir de ce lit de justice, elle nomme Mazarin principal ministre. Et là, évidemment, c'est un couple extraordinaire, hein. La France va être dirigée, je dirais, par 2 immigrés, si vous me permettez, hein, un Italien, un Espagnol. Et entre eux, il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez. Alors pourquoi ? Alors là, peut-être qu'on pourra en discuter, hein, parce qu'il serait bien qu'il y ait un échange entre vous et moi. C'est un couple assez extraordinaire, et c'est un triangle aussi assez extraordinaire, puisque je vous l'ai suggéré dès l'introduction, Mazarin, c'est le parrain de Louis XIV. Louis XIV qui a perdu son père à 4 ans. Et parrain au XVIIe siècle, c'est évidemment quelque chose de très très fort. C'est un deuxième père. Et si vous voulez, c'est ça le triangle sacré, si je puis dire, de l'État absolu. C'est qu'elle et lui vont éduquer le petit Louis XIV pour en faire vraiment le roi qu'il devient en 1661, après la mort du parrain. Et c'est vrai qu'entre Mazarin et elle, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, parce que Mazarin, c'est un Italien, c'est aussi un Italien qui parle espagnol. Il a eu des études de droit à la faculté d'Alcalá, des Henares. Et donc, entre lui et elle, il s'est vraiment passé quelque chose d'assez extraordinaire. Et lui la considère, si vous voulez, à la différence de Richelieu.
On a vu Richelieu l'entour d'espions, d'espionnes. Entre elle et lui, vraiment, c'est une distance. Or, Mazarin, c'est, je dirais, toute la diplomatie pontificale. C'est certes la raison d'État, mais une raison d'État tout à fait adoucie, et donc une manière d'être, de faire, de penser tout à fait autre. Et ça a séduit, je crois, dans tous les sens du terme, Anne d'Autriche. En plus, Mazarin a fait d'elle une femme politique. Chaque soir, si vous voulez, il y avait un dialogue entre deux et des leçons politiques que Mazarin lui donnait. Des leçons de diplomatie, des leçons de comportement politique. Et on sait qu'il y a eu une sorte, si vous voulez, d'apprentissage accéléré de l'État fait sur la reine par Mazarin. Et ça a joué, évidemment, pour expliquer son importance. Vous avez ici une image du XIXe siècle, Mazarin. Mazarin, c'est l'envoyé pontifical. Hein. Mazarin s'est fait connaître, c'est l'homme de la paix. L'homme qui a imposé, justement, quand il y avait un conflit du côté de Mantoue, il a imposé la paix en criant d'ailleurs « Pace, pace ». Voilà. Et donc, voilà, c'est lui vraiment et elle qui ont formé ce couple politique improbable, mais tout à fait important, évidemment, pour comprendre la nature de la transformation de l'État au lendemain de la Fronde. Alors, je voudrais terminer, puisque on arrive bientôt à 8 heures, par cette dernière image. Parce que cette dernière image est assez extraordinaire. C'est un tableau qui a été commandé en 1670 à Jean Nocré par le deuxième fils d'Anne d'Autriche, c'est-à-dire Philippe d'Orléans. Et c'est un tableau extraordinaire parce que c'est l'Assemblée des dieux, donc la mythologie, hein, une époque où toute l'aristocratie est férue de mythologie et on reconnaît immédiatement les dieux. Et là, vous avez la famille royale transformée en divinité. Alors, vous avez regardé... Alors, c'est assez extraordinaire. Alors, notez d'ailleurs, chose étonnante, dans ce monde des dieux, où normalement on est éternel, ben, la mort est présente. Vous avez ici, dans le cadre, deux petits-enfants, bébés, qui en fait sont des fils de Louis XIV morts-nés. Bon, mais regardons les vivants. Vous avez ici la grande mademoiselle, comme si c'est presque un générique de fin, si vous voulez, et en même temps de début. Alors, je m'explique. La grande mademoiselle, c'est celle qui avait fait tirer d'un coup de canon depuis la Bastille. Vous avez ici, évidemment, Louis XIV. Louis XIV en Apollon, roi soleil, avec ici le soleil, le sceptre, sa femme, Marie-Thérèse, et puis un fils. Donc, oui, c'est assuré. Vous avez ici le lignage. Donc l'avenir est assuré. Le deuxième fils d'Anne d'Autriche, il est ici, c'est monsieur, qui est marié à Madame Sommer, Madame est morte, voilà la fille de la reine d'Angleterre, ici, qui d'ailleurs est morte à l'époque où le tableau a été peint. Et vous avez ici les trois grâces qui sont des filles de Gaston d'Orléans. Mais si je vous ai présenté ce tableau, c'est à cause du centre. Et le centre de ce tableau est extraordinaire. Parce que qu'est-ce que c'est ? C'est une Anne d'Autriche qui est représentée en Cybèle, la mère des dieux. Anne d'Autriche nous regarde. À cette époque-là, elle est morte, nous sommes en 1670. Mais regardez, elle tient entre ses mains le monde entier, le globe. Et ce tableau me fait penser presque, vous voyez, à une balance dont elle serait le fléau, avec les deux parties de la balance. Évidemment, le roi domine, c'est Louis XIV, mais c'est elle qui tient son monde. Elle tient le monde entier. Et ça, c'est assez extraordinaire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle est vraiment la reine monde, la régente absolue. Et je pense que c'est une très belle image, évidemment. Et vous voyez le contraste avec la petite Donna Anna qui arrive toute tremblante à 14 ans à la cour de France, entourée de cette camarilla de 150 Espagnols, et puis la régente absolue. Et je pense que c'est une sorte de testament que son deuxième fils a voulu lui adresser à travers, je dirais, cette belle image, alors qu'à l'époque où cette image est faite, ce n'est plus le règne des dames. Les reines des dames, c'est fini. C'est le règne très masculin de Louis XIV, évidemment, qui l'emporte. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je vais peut-être m'arrêter là.
Merci beaucoup, Joël Cornette. Merci beaucoup.